C'est l'histoire de milliers de constructions en France qui sont autant de scandales. Des maisons apparemment comme les autres. Ici, c'est une bastide au milieu de la forêt dans le Var. Il ne devrait y avoir qu'un petit cabanon de chasse. Cette villa de luxe a été bâtie sans aucune autorisation. Elle est illégale. En région parisienne, un quartier entier est sorti de terre sur des terrains agricoles. Illégal là aussi. Et comme vous allez le voir dans ce reportage, le chantier est loin de s'arrêter. En Corse, dans un des plus beaux sites touristiques de France, cet hôtel n'aurait jamais dû voir le jour. Il est situé dans une zone protégée, inconstructible. Les propriétaires ont pourtant obtenu toutes les autorisations nécessaires. Comment y sont-ils parvenus? Qui sont ceux qui construisent hors la loi? Et que fait l'État face à ce phénomène? Enquête sur les constructions illégales. Au sud de Paris, dans l'Essonne, la commune de Linas, 7000 habitants. Il y a quelques années, à l'orée de la ville, un nouveau quartier a surgi de terre. Et depuis, le maire, François Pelletan, ne décolère pas. Là, on va rentrer dans la zone sensible, là. Donc là, à partir d'ici, vous êtes normalement dans une zone agricole. Donc une zone protégée au plan local d'urbanisme et une zone, bien sûr, dans laquelle on ne peut pas construire, on ne peut y exercer qu'une activité agricole ou maraîchère. Pourtant, pas de champs à l'horizon, ni d'arbres fruitiers, ni de rangées de légumes. Ici, ce sont des maisons qui poussent, en toute illégalité. Là, on appelle ça le château de Versailles, vous voyez. Donc, ce sont des pavillons qui se sont construits petit à petit. Là, vous en avez un qui fait venir une pelleteuse, vous voyez, là, qui est en train de manœuvrer sur la rue. Une pelleteuse ici n'a rien à faire. Vous venez pourquoi, monsieur? Ah, on va aller voir. Bon, bah, il ramène la pelleteuse, là, vous voyez. C'est-à-dire qu'elle a déjà servi, donc il doit y avoir quelque chose. Tiens, vous voyez, ici, ça monte. Ici, ça monte. Et ça monte sous les yeux du maire, sans permis de construire. Là, la personne qui est en train de construire, là, c'est interdit, ça. Il n'y a pas photo. Là, vous êtes en terre agricole, elle n'a pas le droit de faire ça. Allez, c'est parti. Une terre agricole inconstructible et qui a coûté 30 fois moins cher qu'un terrain à bâtir. Voilà le fautif. Les deux hommes se connaissent. Ça va? Ouais. Le propriétaire est venu plusieurs fois à la mairie tenter de négocier. En vain. Ça va mal finir, ça encore. Moi, je vais vous dire franchement, je ne pourrai pas faire autrement que de la construire. Vous savez, même que je vais en prison, je pourrai pas. Moi, je ne pourrais pas faire autrement que d'essayer de vous la faire démolir. Qu'est-ce que ça fait de plus qu'il y ait une maison? En plus, il y en a déjà en pagaille. Oui, alors en raisonnant comme ça, effectivement, oui. Là, on ne fait pas de tort à personne. Ça fait un plus, je ne pas vous d'argent. Si, vous faites du tort, parce que tout ça, c'est des espaces protégés. Ça, c'est des espaces protégés agricoles. Agricole? Mais ça fait combien de temps que c'est plus cultivé? C'est plus cultivé parce que c'est en jachère. À chaque nouvelle construction, le maire attaque en justice les propriétaires. Sur sa commune, il compte 50 dossiers en cours. On va en mettre un tous les 10 mètres non plus, quoi. S'il n'y en a rien... On va se retrouver au tribunal, là. C'est parti. Là, vous ne voulez pas arrêter? Je sais pas. Ici, les propriétaires se sont installés durablement. Voici les numéros de rue qu'ils se sont attribués. Et leur boîte aux lettres. Sans autorisation, ils ont même goudronné la route. Ça, c'était normalement un tout petit chemin qui permettait aux agriculteurs d'accéder au fond de parcelle avec une brouette, donc c'était une largeur d'homme. Au fur et à mesure, ils ont réussi à gagner et à en faire quasiment une rue, une chaussée. Ils sont allés plus loin, un peu de bricolage, et ils ont installé eux-mêmes l'électricité. Voilà, donc tout ça, c'est des branchements illégaux. Vous voyez, c'est accroché dans les fils là,
façon anormale. C'est des compteurs qui sont rafistolés avec des bouts de ficelle. C'est raccordé où? C'est raccordé sur le réseau de RDF. Alors, on a déjà eu des coupures parce que forcément le réseau n'est pas prévu pour ça. Et comme ils se branchent tous là-dessus et puis que l'hiver il y a des radiateurs électriques, la puissance demandée est trop importante, donc tout le quartier est disjoncte, quoi. Mais qui est-ce qui paye l'électricité du coup? C'est prélevé sur le réseau. C'est tout le monde, quoi. Ouais. Pour empêcher les constructions illégales, la mairie a un moyen. Acheter tous les terrains agricoles dès qu'ils sont en vente. Elle fait valoir son droit de préemption. Une priorité d'achat donnée aux communes. Mais voilà, ça ne marche pas à tous les coups. Je vais vous expliquer. Vous allez voir, c'est très simple. Voilà, ça c'est très révélateur. En vert, les terrains préemptés par la mairie. En rouge, ceux qu'elle aurait bien voulu acheter, mais qui lui ont échappé. En fait, ces terrains n'ont jamais été mis en vente. Les anciens agriculteurs les ont officiellement donnés aux nouveaux propriétaires. Un petit arrangement entre amis. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas des ventes qui s'étaient opérées dans ce secteur-là, mais c'était des donations. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, plutôt que de vendre le terrain officiellement, avaient déclaré qu'ils se l'étaient donné. Alors, il y avait en contrepartie une somme d'argent qui a été versée de l'un à l'autre, mais ça n'a pas été déclaré. Et quand on fait une donation, eh bien, là, par contre, la mairie n'est pas avisée et le droit de préemption ne joue pas. Donc, ça a été une façon pour eux de finalement pouvoir devenir propriétaires de ces terrains en court-circuitant la procédure qui, normalement, permet de les protéger et d'éviter, justement, qu'ils soient constructibles. À la clé, plusieurs dizaines de terrains agricoles que la mairie n'a donc pas pu racheter et pas pu protéger. Alors l'État a-t-il les moyens de lutter contre ces constructions illégales? Dans le Var, à la préfecture, Serge Lotelier dirige le service juridique de la direction départementale des territoires et de la mer. Je suis garé là. Allez, on passe par là. Ce jour-là, il nous emmène sur une opération coup de poing. Le Var détient le record de France des constructions illégales, avec près de 1200 infractions constatées pour la seule année 2011. Vous avez 80% du département qui est inconstructible. Inconstructible parce que protégé au titre des risques feux, inondations, zones agricoles, zones naturelles boisées. Et il reste à peu près entre 20 et 30% de terrain constructible dans le département. Donc forcément, c'est comme les fraises en hiver, ça coûte un peu plus cher. Alors vous avez ceux qui ont les moyens d'acheter des terrains constructibles qui vont essayer de densifier au maximum, et ceux qui n'ont pas forcément les moyens ont tendance à acheter dans les zones dites inconstructibles parce que là le mètre carré est moins cher. Une des missions de l'équipe de la préfecture, s'attaquer à un phénomène en plein développement dans la région, la cabanisation. Ce ne sont pas de très grosses constructions en dur, mais ce sont des constructions parfois hétéroclites, des petits cabanons, des caravanes, des yourtes, des remorques de camions qui sont aménagés. Les inspecteurs arrivent en pleine forêt, sur un terrain agricole. Le propriétaire dit aménager un centre équestre. Bonjour. C'est lui qui les accueille. Mais surprise, les occupants du lieu ne sont pas des chevaux. En fait, le propriétaire loue des parcelles à des particuliers victimes de la crise du logement. La paix. Gentil les chiens. Gentil. Pas bouger. Gentil. Bonjour madame. DDTM, service juridique. Nous allons faire des petites constatations de travaux. Cette jeune femme est une des 10 locataires. Vous habitez là à l'année, madame? Elle est ici depuis 3 mois. Elle a un camion pour toutes ses affaires et cette yourte de 30 mètres carrés, pour l'instant démontée. Ah, c'est du costaud, hein? Diplo en béton. Déjà, ils font les choses bien. Ah ouais. Bon, ça, c'est du durable, voilà. C'est du costaud durable. Quand vous voyez ça, vous pouvez pas dire que vous dénaturez pas le paysage. Vous comprenez? Mais comme on est en travaux... Et cet environnement, c'est pas extraordinaire. Vous imaginez pour La locataire a quitté une maison sans électricité pour ce terrain. Elle vit de petits boulots. Oui, Pierrette. Vous louez combien ici en fait? Ici, là, je suis à 300 €. Ah.
que pour les mêmes trucs, j'ai quoi, 2 pièces, même pas sur Toulon. Et donc c'est plus facile pour vous de vous installer dans un terrain constructible moins cher que de trouver un logement ou de construire quelque chose dans un... Voilà, c'est le problème. Les logements ne sont pas accessibles. Ou si mais là, vous avez en fait ce type d'infraction, ça constitue un délit. Vous avez commis un délit qui est passible sur une tribunal correctionnel. Ici, rien ne doit être posé. Ni la yourte, ni cette caravane, ni même ce chalet. Or, pour le propriétaire, il serait là depuis bien longtemps. Le chalet, ça y était. Il était sur le terrain à l'époque. Serge Letellier doute. Le chalet semble neuf. Et c'est pas vieux ça, hein? Non, c'est pas vieux ça. C'est pas vieux ça, hein? Il dit que ça existe. Non, ça c'est pas vieux. Ça c'est pas vieux ça. Voilà, c'est ça la cabanisation. Pour le propriétaire, ce sont les locataires qui construisent. Alors, il se décharge de toute responsabilité. On n'est pas dans l'illégalité, mais moi, effectivement, vous verrez, effectivement, au vu des baux que les gens ils ont, effectivement, moi, je suis pas dans l'illégalité. Peut-être, mais il n'a rien fait pour que les gens ne s'installent pas durablement sur son terrain. Il a même aménagé des toilettes. Tiens, en voilà encore un. Ah voilà. Alors ça, c'était un ancien poste de chasse que j'ai remis en état. Alors c'est quoi dedans? Ah non, mais dedans on avait fait dans le parc, on avait fait deux cabines pour faire les toilettes sèches. Mais bon, des toilettes qui selon lui ne serviraient pas aux locataires. Parce que c'est une activité équestre. Il faut que les jeunes, quand ils viennent... Il y a une activité équestre, il doit y avoir. Non, je compte en mettre... Une activité équestre qui n'existe pas. Donc vous n'avez pas mis la charrue avant les bœufs, vous avez mis le carrosse avant les chevaux alors. D'accord. Le propriétaire est bien embarrassé. Il risque une amende allant de 1500 à plusieurs centaines de milliers d'euros. Le tribunal peut aussi ordonner la démolition des cabanes. Mais les décisions de justice sont-elles réellement appliquées ? La journée d'enquête se poursuit. À l'écart de ce hameau, selon le cadastre, il y a un bois et un petit cabanon. Mais surprise, ils ont disparu. Et là, vous avez futur lampadaire là, t'as vu? Oui, il va installer un lampadaire. Oula, c'est un château ça. Alors à la place de cette magnifique maison, vous aviez initialement un cabanon cadastré de 35 mètres carrés. Donc je laisse imaginer l'importance de l'infraction par rapport à ce qui existait initialement. Ça, c'est fait bien entendu sans permis. Alors là, vous avez les ouvriers qui travaillent. On va se présenter à eux, voir s'il y a un responsable de chantier. Une villa de 180 mètres carrés. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? C'est la DDTM. Oui. C'est un contrôle d'urbanisme. D'accord. Vous êtes le propriétaire? Non. Vous êtes pas là? Non plus. Les propriétaires vivent en Belgique. Sans leur accord, impossible d'entrer. Et le cabanon, à la place du cabanon, vous avez constaté ça alors, André? Pour construire cette villa, les propriétaires ont rasé des hectares de bois protégés. On peut aussi considérer, oh c'est joli, c'est champêtre, finalement c'est bien intégré, on peut tout dire, tout et son contraire. Sauf que nous on est là pour dire le droit et le faire juger par le tribunal correctionnel. Voilà. On n'a pas à apprécier si c'est beau ou pas beau, bien ou pas bien, c'est légal ou pas légal. Les propriétaires habitent la banlieue chic de Bruxelles. Nous avons cherché à les rencontrer, sans succès. Un membre de leur famille a néanmoins accepté de nous parler au téléphone. Pour lui, cette maison a toujours existé. Il n'y a pas eu de construction sans aucun permis. Tout le bâtiment était là, l'immeuble était là. Il a été rénové, il n'y a rien qui a changé à la façade, ni rien. Ah, il y avait déjà eu une maison? Bien sûr, et eux, ils prétendent qu'il n'y avait pas de maison, mais il y avait une maison, on n'a rien agrandi, rien rapetissé. On a vraiment laissé intact. On a simplement retapé, on a rendu tout beau, on a fait une piscine en plus. On va rester comme ça, s'ils nous attaquent, on va se défendre, c'est tout. S'ils sont condamnés, les propriétaires devront détruire leur maison. S'ils ne le font pas, l'État peut la détruire à leur place. Mais ça, c'est la théorie. En 2011, il y a eu combien de démolitions exécutées par les services de la préfecture? Alors, en 2011, une, mais c'est un établissement de plage emblématique. Et sinon, on n'a pas fait d'exécution d'office des décisions de justice. En 2011, une seule démolition donc. C'était la Voile Rouge, le célèbre restaurant de Saint-Tropez. L'État n'avait rien détruit depuis 10 ans, faute d'argent.
car démolir coûte cher. Il faut que l'État puisse effectivement aligner une ligne budgétaire avec des sommes prévues pour ces opérations. Et on ne peut pas tout exécuter d'office nous-mêmes. Ça coûte combien de démolir une maison comme ça? Si la maison est emménagée, il faut la déménager. Donc on a un déménageur, garde-meuble. On va compter en gros, tout compris, entre 120 et 150 000 euros de frais de démolition. Un État impuissant face à ces constructions illégales. En poursuivant notre enquête, nous découvrons aussi que des maires délivrent des permis de construire sur des terrains pourtant inconstructibles. À Roquebrune-sur-Argence, dans le Var, ces militants écologistes nous emmènent sur ce terrain. C'est une cuvette située à 2,50 m en contrebas de la route. L'année dernière, ils découvrent qu'un permis de construire a été accordé ici. Ils n'en reviennent pas. Cette parcelle est classée zone rouge, inconstructible. Ce document de la préfecture l'atteste, la zone est inondable. En juin 2010, ici, cette maison a été, je ne dirais pas à moitié, mais au quart sous les eaux. Donc là, on voit le niveau d'eau. Alors pourquoi le maire de Roquebrune a-t-il accordé ce permis? Il a refusé de nous rencontrer. Nous l'interpellons à la sortie de la mairie. Bonsoir Monsieur Jousse. Je suis Jennifer Deschamps, la journée envoyée spéciale. Je voulais vous poser des questions sur le terrain de Monsieur Olivier. J'ai une lettre de la préfecture là qui dit que c'est en zone rouge. Voilà. Nous lui montrons la carte de la préfecture qui classe le terrain en zone rouge. C'est des aberrations. Cette carte est un torchon. Ils l'ont fait, elle n'a pas été modélisée, etc., etc. Comme le PPRI. Le maire affirme avoir une autre carte qui classerait, elle, le terrain en zone blanche, donc constructible. On délivre le permis, on sait que c'est un permis tendancieux, hein, on est limite borderline, on est limite. Pourquoi? Parce qu'on est limite, parce qu'au bord de la route, c'est bon, sur 15 mètres, puis après c'est une cuvette quoi, enfin, vous l'avez vu. Bah oui. Voilà. Mais alors pourquoi vous le délivrez? Parce que c'est blanc. Le lendemain, le maire nous envoie la carte dont il nous a parlé. Après vérification, c'est un simple relevé des crues du fleuve qui traverse la ville. La préfecture nous l'a confirmé, la seule carte qui compte est celle où le terrain est classé zone rouge. Pour ces militants écologistes, le maire aurait accordé une faveur au propriétaire du terrain. Il le connaît bien, c'est son premier adjoint, chargé de l'urbanisme. Comment est-ce que vous expliquez que l'adjoint à l'urbanisme ait décidé de construire sur son propre terrain qui est inondable? Probablement pour faire une plus-value immobilière. Ce terrain, si ce n'est pas déjà fait, sera peut-être en vente dans pas longtemps. Et avec 2 maisons dessus, imaginez le profit que ça peut rapporter. La valeur de ce terrain, avec le permis de construire, est multipliée par 10. À Roquebrune-sur-Argence, la mairie a accordé bien d'autres permis de construire en zone inondable, comme ce lotissement et cette zone commerciale, une vingtaine de magasins. Nous sommes avec Serge Lahondès, un urbaniste de la région. Il va attirer notre attention sur un détail. Ces monticules de terre, cela s'appelle des remblais. Le remblai est un sport national dans le Var. Et ici, vous voyez des tranches qui s'édifient petit à petit. Regardez l'état de terre. On continue là. En fait, c'est un phénomène insidieux. On remblait progressivement. Les remblais rehaussent les terrains jusqu'à 2 mètres. Objectif, les mettre à l'abri des inondations et ainsi les rendre constructibles. Le terrain qui n'est pas remblayé est inondable. Le terrain qui est remblayé est porté hors inondation, donc on passe de la zone rouge à la zone blanche. Donc on passe de 2 € du mètre carré à plusieurs centaines d'euros. C'est même mieux que la loterie, hein. On peut faire des gains considérables. La mairie, la préfecture, tous ont accepté que cette zone soit entièrement remblayée et donc construite.
Mais pour cet urbaniste, le remblai peut avoir des conséquences dramatiques. Comme il y a 2 ans quand le fleuve Argence a débordé. Le 15 juin 2010, la crue étant d'environ de 15 à 17 mètres, il faut vous imaginer le fleuve affleurant le tablier du pont. Ce jour-là, des pluies diluviennes s'abattent sur le Var. Une vague de 4 mètres de hauteur déferle. L'eau atteint des zones qu'elle n'avait jamais touchées jusque-là. Les inondations font 26 morts. Pour l'urbaniste, les remblais ont aggravé les inondations en empêchant l'eau de s'écouler normalement. La thèse que je défends, c'est que la multiplication de ces remblais et de ces zones commerciales, voire même d'habitation, dans des endroits qui sont inondables, dans ce qu'on appelle le lit majeur du fleuve, se traduit par une aggravation des conséquences de l'inondation en amont. Parce que l'eau qui n'a pas pu s'écouler ici, il faut bien qu'elle aille ailleurs. Remblai en zone inondable, permis de construire en zone rouge. En juillet dernier, une voix s'est élevée pour dénoncer ces pratiques. La Cour régionale des comptes. Elle a rendu un rapport sur les inondations de 2010. Pour sa présidente, le verdict est clair. L'État a trop longtemps failli. Il y a à la fois chez les maires la difficulté à dire non à des promoteurs ou à leurs habitants, et chez le préfet la difficulté à dire non aux maires. Donc cette accumulation en fait de facilité, de défaillance, fait qu'on peut aboutir à des décisions aberrantes. Et il faut que l'autorité de l'État s'exerce totalement et de façon contraignante pour empêcher la construction, puisque la première chose à faire, c'est effectivement d'éviter que l'on construise dans des zones dangereuses. Aujourd'hui, la préfecture du Var a interdit les remblais, jugés trop dangereux. Notre enquête se termine en Corse, à Bonifacio. Où nous allons le voir, la justice n'a pas pu empêcher qu'un site exceptionnel soit défiguré. C'est l'histoire de la baie de Rondinara. Ces 2 écologistes sont celles qui ont tiré la sonnette d'alarme. Non, là, c'est pas la bonne. Il y a 6 ans, la mairie de Bonifacio adopte un nouveau plan local d'urbanisme. En le regardant de près, les 2 cousines vont faire une drôle de découverte. C'est terrible en bord de mer, mais c'est aussi... Des terrains proches de la mer sont devenus constructibles. C'est vrai qu'on est quand même un peu tombé de haut quand on a vu tout ce qu'il permettait de faire, et notamment sur le littoral et dans les espaces, y compris dans les espaces dits remarquables de la loi littorale, au titre de la loi littorale. C'est-à-dire dans les vraiment qu'on pensait être pratiquement sanctuarisés. Ces terrains rendus constructibles, cette militante nous y emmène par la mer. La loi littorale est censée protéger les espaces proches du rivage. Mais dans cette affaire, la mairie ne l'a pas respectée. Et pourtant, la baie est un site naturel protégé. On va rentrer dans la baie de Rondinara, une des plus belles baies, paraît-il, de Corse, de France et du monde. Il n'y a pas peur des mots. Les écologistes ont porté plainte contre la mairie. La justice leur a donné raison, la baie est inconstructible. Mais il était déjà trop tard. Entre-temps, un permis de construire avait été accordé et un hôtel a surgi de terre. 54 chambres en plein maquis. Et quand on a eu donc en main l'arrêt de la Cour d'appel de Marseille, on l'a signifié aux propriétaires qui avaient déjà commencé les travaux. C'est-à-dire qu'on a envoyé l'huissier avec, voilà, on vous informe que voilà, vous êtes dans un espace remarquable et que les travaux, normalement, n'ont pas lieu d'être dans un espace remarquable. Bien évidemment, ça n'a pas du tout été suivi des faits. Voilà, ça les a fait sans doute peut-être même rigoler, quoi. L'hôtel a ouvert ses portes cet été. Pourquoi les propriétaires n'ont-ils pas tenu compte de la décision de justice? Ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions, alors nous les avons retrouvés dans un restaurant de la baie, équipé d'une caméra cachée. Excusez-moi de vous déranger en plein repas, je suis désolée. Si vous avez un permis et qu'on vous dit d'arrêter, est-ce que vous arrêtez? N'importe qui pourrait dire d'arrêter. Nous, on a essayé de faire quelque chose de très bien. Parce qu'on avait quand même et dans la légalité. En fait, on ne serait pas amusé à aller construire des cochonneries, honnêtement. D'un autre côté, quand vous avez un terrain magnifique, vous avez peut-être aussi envie d'en faire quelque chose.
Des propriétaires tranquilles sur 2. Le tribunal a jugé la baie inconstructible, mais eux avaient bien obtenu un permis délivré par la mairie de Bonifacio. L'adjoint à l'urbanisme assume. La ville souhaitait développer le tourisme de la zone. Je ne regrette pas les constructions dans la mesure où à un moment donné elles ont été légales, dans la mesure où elles sont contenues, c'est-à-dire que quand on regarde le site là, elles ne mettent pas en péril la beauté du site, donc c'est contenu, et qu'on sait que grâce aux décisions de justice, le site tel qu'on le connaît ne sera plus constructible. Donc in fine, la loi est passée et la loi s'appliquera. Pourquoi l'État n'a-t-il pas fait respecter la loi littorale? Nous avons sollicité la préfecture de Corse à plusieurs reprises. Elle n'a jamais répondu à nos questions. À Rondinara, aucun recours n'est désormais possible contre cet hôtel. À Linas, en région parisienne, les constructions se poursuivent. La maison filmée en début de reportage est presque achevée. Dans le Var, le maire de Roquebrune a délivré un nouveau permis à son adjoint sur le même terrain. Mais cette fois-ci, la préfecture lui a demandé de le retirer. Quant à la villa bâtie en pleine forêt, 2 mois après notre tournage, la préfecture vient de saisir le procureur de la République. Lenteur de la justice, manque de moyens. Contre les constructions illégales, les batailles menées par l'État s'annoncent bien rudes.